J'ai l'honneur d'accueillir Madame Hélène Langevin-Joliot, qui a été physicienne nucléaire, qui va nous parler qui va nous donner un témoignage aussi de Frédéric Joliot. Bien, mon propos va être très différent. Je crois en fait avoir plus discuté avec ma mère qu'avec mon père, pas autant que lui. Et je vais parler d'une période bien différente. Dans les années d'après-guerre, on voit Frédéric Joliot prendre des positions qui lui sont inspirées ou qui sont marquées par, c'est vrai, sa conception de la science, sa conception du rôle et de la responsabilité des scientifiques. Alors, toujours, le premier rôle des scientifiques, c'est de poursuivre leur recherche. Donc, ok, il en a été parlé, je n'en dirai rien du tout. On ne doutait pas, je crois que c'est utile de le rappeler, car on peut se poser des questions à ce sujet. Dans cette après-guerre, j'ai le sentiment que l'idée que le progrès scientifique, même s'il fallait attendre un peu, servait le progrès social, point, c'était une idée complètement dominante. Et pourtant, dans cette après-guerre, c'est vrai que va se poser la paix va être en question, et en fait, la science en conséquence aussi. Et donc, c'est de cela plutôt que je vais parler. Le 6 et 9 août 1945, comme chacun sait, des bombes atomiques détruisent les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Oui, bien, d'accord. Pour les uns, bon, c'est le dernier acte de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Américains, on peut le comprendre d'ailleurs, puisqu'ils sont sur la guerre en Asie encore. Pour d'autres, comme l'a exprimé le physicien nucléaire Patrick Blackett dans un livre qui a été très connu, c'est le premier acte de la guerre froide. C'est évidemment, pas discuter ce point, mais c'est un événement qui interpelle. Il interpelle évidemment les physiciens atomistes qui ont participé au projet Manhattan. Il interpelle aussi ceux, et mon père en fait partie, qui effectivement ont poursuivi des recherches fondamentales sans lesquelles le projet Manhattan n'aurait pas été possible. Je contredis simplement mon frère sur le fait qu'après la radioactivité artificielle, le travail de Joliot, Alban et Kowarski, auquel Perrin s'associe après, enfin je dirais non, Perrin, Joliot, Perrin et Kowarski au départ, en 3 mois, et de la recherche fondamentale sur l'émission de neutrons. Peut-on éventuellement développer une réaction chaîne? Ce n'est pas plus de la recherche programmée que celle d'un physicien qui, dans son laboratoire, à partir du résultat qu'il a obtenu la veille, décide le jour suivant de faire une nouvelle expérience en fonction du résultat précédent. Le projet Manhattan, c'est évidemment bien autre chose. Et bon, entre ce qu'avait fait Fermi, ce qu'avaient fait mes parents et quelques autres, bon, toutes les données de recherche fondamentale étaient connues au moment du début du projet Manhattan. L'utilisation de la bombe interpelle aussi Einstein. Il n'est pas du tout physicien atomiste, mais c'est lui qui à la demande et avec Szilard, Léo Szilard a écrit cette lettre à Roosevelt pour le mettre en garde contre la possibilité que les Allemands puissent développer une arme atomique. À ce moment-là, nous étions en Bretagne, j'étais quand même plus âgé que toi, donc, et bien sûr, mon père était à ce moment-là directeur du CNRS. Bon, il y a un communiqué du CNRS sur la bombe, et pour annoncer la bombe. Et dans ce communiqué, c'est pas par hasard, il y a une petite phrase qui souligne que
eh bien, les travaux français sont aussi pour quelque chose dans ce qui a permis de développer la bombe. C'est une manière de marquer le coup, si j'ose dire, par rapport aux Américains. On voit bien que Joliot, il n'est pas surpris. Bon, dans la famille, bon, il nous donne des explications, etc. Il prépare une interview téléphonique. Et dans cette interview, rétrospectivement, je me dis, au fond, il ne prend pas tout à fait la mesure de l'événement, parce que la chose qu'on retient dans l'interview, c'est uniquement, en dépit des sentiments provoqués par l'application à des fins destructrices de l'énergie atomique, celle-ci rendra aux hommes dans la paix des services inestimables. Ce qui est profondément vrai, mais quand même, on est loin de ce qu'écrit Albert Camus, à peu près au même moment, dans le journal Combat. La civilisation mécanique vient de parcourir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Bien, on sortait de la guerre, Hiroshima, une bombe, c'était pas tellement plus choquant de je ne sais combien de villes détruites par des milliers de bombes. Et pendant plusieurs années, les résultats des bombardements sur la population sont restés sous embargo. Je parlais de ce qui se passait donc à l'été. C'était jusque-là la période où, quand il y avait des discussions à déjeuner, et avec ma mère, etc., c'était le CNRS, la recherche, et il faut le dire, les difficultés, enfin les problèmes avec l'enseignement supérieur et les blocages qu'il trouvait par là, qui faisaient le sujet des discussions. Ce n'est pas très étonnant qu'au retour de vacances, on est passé à autre chose et que c'est sous une forme ou sous une autre d'énergie atomique qu'on parle. Il y a un peu deux raisons à ça. D'une part, bien qu'évidemment on ne parle pas à la maison des discussions avec le gouvernement, mais le projet, la mise en place d'un futur commissariat à l'énergie atomique sous la dépendance directe du président du Conseil, c'est en route. Bon, alors il y a des bribes d'informations qui me parviennent. Et puis aussi, les rapports officiels anglais et américains sur le projet Manhattan lui-même, comment il s'est passé, etc., commencent à parvenir en France. Et le rapport américain, je crois que toi aussi tu dois t'en souvenir, le rapport Smith déchaîne une fureur chez mon père, et quand il n'était pas content, ça se voyait. Ce rapport comprenait une introduction sur les découvertes de recherche fondamentale qui avaient précédé, rendu possible, le projet Manhattan. Il faisait une impasse totale sur les projets français, sur les travaux français, alors qu'en 1939, les résultats de Fermi et les résultats obtenus au Collège de France, parce que ces expériences-là, elles ont été faites au Collège de France, avant qu'on transporte après à Ivry, eh bien, en gros, les Français étaient 15 jours en avance sur Fermi. Bon, et il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot non plus sur le fait qu'au moment de la défaite, les collaborateurs de mon père, Hans Alban et Liu Kowarski, sont envoyés en Angleterre avec tous les papiers, avec tous les résultats de l'équipe française jusqu'en juin 1940, y compris un dispositif permettant de tester, un petit peu plus important, permettant de commencer à tester réaction convergente, plus le stock mondial d'eau lourde que les Français avaient acheté, partent en Angleterre. Il n'en est pas question. Bien.
Mais à côté ça n'a pas encouragé mon père à se dire ça va bien se passer avec une collaboration avec les Américains. En septembre 1944 déjà, il avait pu aller en Angleterre, mais on n'avait pas voulu qu'il aille aux États-Unis. Mais à côté des rapports officiels, il y a aussi un certain nombre d'autres choses qui commencent à arriver, qui se passent aux États-Unis. Et c'est le fait qu'il y a des informations sur les objections qui ont été émises par des scientifiques ou de Los Alamos ou d'Oak Ridge, enfin liés au projet Manhattan d'une manière ou de l'autre, contre l'utilisation de la bombe sur une ville. Le rapport Frank, on en parlait beaucoup, avait beaucoup impressionné mon père, parce qu'il y avait à la fois une espèce de projection, projection sur les conséquences politiques et ce qu'allait produire cette affaire. Il y en avait d'autres qui mettaient déjà, dès septembre, dans des textes américains, attention au secret, qui n'est pas quelque chose de durable, et plusieurs déclarations, donc, gravité sans précédent que pourrait revêtir une guerre atomique avec ses armes, pas seulement avec 2 bombes. Quant à Einstein, puisque nous sommes dans un colloque sur Einstein, il avait immédiatement proclamé sa conviction, au fond, rappelé ses convictions d'après la guerre de 14. Car c'est exactement ça qu'il dit. Si je prends le texte que je n'ai pas traduit, « The only salvation for civilization and the human race lies in the creation of a world government with security of nation founded upon law ». C'est exactement ce qu'il disait après la guerre de 14, sauf qu'il le dit encore beaucoup plus fort, évidemment avec la bombe. Si maintenant je veux dire un mot de la période qui s'ouvre là, je crois que pour mon père, mais pour la plupart des scientifiques de sa génération, y compris aux États-Unis, il y a une préoccupation sur laquelle ils sont tous d'accord, qui consiste à essayer, j'allais dire, de remettre en marche la communauté scientifique internationale. Les contacts ont été pratiquement rompus. En fait, la première possibilité, le premier point de contact entre beaucoup de scientifiques a été donné par, en fait, l'invitation lancée par l'Académie des sciences de l'URSS aux autres académies des sciences de venir célébrer le 200e anniversaire, son 200e anniversaire. Et dans les Européens, physiciens ou pas physiciens d'ailleurs, nombre de personnes iront, pas mal de Français, beaucoup de Britanniques et peu de scientifiques américains que l'on dissuadera de s'y rendre. Ce n'est pas de leur propre volonté. A posteriori, on se rend compte que le décès de Roosevelt avait marqué un tournant et que les scientifiques avaient au fond perdu leur canot qui leur permettait jusque-là de passer des demandes ou des avis directement au président. Avec l'administration Truman, c'est fini. Et il faut bien reconnaître qu'il y a une emprise des militaires considérable. D'une certaine façon, je résume en disant qu'ils n'ont pas envie de lâcher les pouvoirs que la guerre leur a donnés. Et ces pouvoirs sont considérables. Il y a même, alors sur la lancée, on voit même un projet de loi déposé au Congrès qui propose, certes pour les projets sur l'énergie atomique, mais aussi sur la physique fondamentale associée, de garder le système en place sous le contrôle militaire. Ça
déclenché un tollé chez les physiciens, mais pas seulement chez les physiciens, parce qu'un bon nombre de scientifiques se sont dit, si on commence par là, nous aussi, on va se trouver concernés. Et de fait, bien, je crois que c'est un des derniers succès sur ce terrain dans des années très difficiles. Effectivement, la loi a été abîmée, et a été enlevée. La remarque en une phrase d'Einstein pour protester sur cette loi avait été de s'adresser à ses promoteurs et de dire « La science est internationale, messieurs, que cela vous plaise ou non. » Bien, il faut en tenir compte, et on en a tenu compte. Dans le même esprit, je disais que les militaires voulaient garder le pouvoir sur tout, mais c'était en même moment qu'on voyait publié aux États-Unis les physiciens insistant la bombe est un objet technique dont les États-Unis n'auront pas longtemps le monopole. Maintenir le secret sans discuter, c'est très dangereux. Et il faut, dans les conversations préparatoires entre gouvernements, bien vouloir prendre l'avis des scientifiques. Alors, mon père est en France, la situation est très différente, mais il se trouve qu'à l'automne 1945, il donne une grande conférence sur l'énergie atomique à l'initiative de l'Union rationaliste dans le grand amphi de la Sorbonne. Je me souviens d'une cohue inimaginable. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce que le futur haut-commissaire allait dire, qu'est-ce qu'il allait dire sur les futurs programmes du CEA, qu'est-ce qu'il allait dire sur la bombe, etc., etc. Et bon, mon père, à cette occasion, affirme le projet CEA n'est pas de construire une bombe, il est de construire des réacteurs. Bon, pour se préparer à développer les applications de l'énergie atomique, et en particulier pour produire des radioéléments artificiels, qui étaient très difficiles à obtenir en France. Les États-Unis n'étaient pas très pressés d'en envoyer, il faut bien le dire. Donc, voilà la situation. Mais il généralise, il part de la bombe avec, je dirais, une idée naïve, qu'il n'a pas répété très longtemps, à savoir la bombe elle-même pourrait être utilisée pour certains travaux civils. Bon, ben oui, tout était un peu contradictoire, tout ça. Et puis, il développe sur les risques engendrés, sur la situation internationale, et il poursuit sur un de ses thèmes favoris que tu as entendu, nous avons entendu, je ne sais combien de fois. Les scientifiques sont conscients de leurs responsabilités et ils acceptent de moins en moins d'être mis hors circuit lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur l'utilisation de leurs découvertes, inventions et autres. Je dirais que c'est un moment où, part et d'autre de l'Atlantique, les scientifiques se disent qu'il faut s'organiser pour avoir une chance un petit peu d'être entendus. En France, ça va être, à l'initiative d'ailleurs de l'association britannique, la création de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, dont mon père va devenir le président, une association qui a pour but, bien sûr, des utilisations pacifiques de l'énergie, qu'on tranche vers les applications positives de l'énergie atomique et qu'on ne développe pas les bombes, mais qui est plus général, œuvrer pour la pleine utilisation de la science pour la paix et le bien-être de l'humanité, favoriser la coopération scientifique en liaison avec l'UNESCO, préserver, encourager la liberté et la coordination du travail scientifique national et international, etc. Et nombre d'associations européennes vont y adhérer. Quant aux États-Unis, il y a une situation qui est plus centrée sur l'énergie atomique et qu'est-ce qu'on en fait. C'est la création, en juillet 1946, en même temps que la FMTS en Europe, de l'Emergency Committee of Atomic Scientists,
qui est créé sous l'impulsion de Léo Szilard et que Einstein va accepter de présider. Ce n'est pas une association qui accueille des membres, elle fait des levées de fonds pour aider la Fédération of Atomic Scientists, pour aider plus tard le Bulletin of Atomic Scientists, enfin tous ceux qui veulent agir pour qu'on sorte d'une certaine course à l'abîme, reçoivent des subventions de ce genre. Einstein, lui, il est toujours fermement convaincu que c'est le gouvernement mondial qu'il faut vider. Disons qu'il ajoute gouvernement mondial qui devrait être limité à la question des armements. Mais tout en disant cela, et il le dira jusqu'au bout, toujours, il est pleinement conscient qu'il ne faut pas sauter, que certaines étapes peuvent quand même aider à avancer sur ce thème très général. Et par conséquent, qu'il faut faire attention à tout ce qui est positif ou négatif pour la confiance entre les nations. On ne peut rien espérer d'un accord s'il n'y a pas un minimum. Et alors, on le voit protester contre toute une série de décisions prises par le gouvernement américain, spécialement en disant « mettez-vous à la place des autres, ça brise la confiance ». J'avoue que j'avais oublié ce livre, mais j'ai relu à l'occasion de ce colloque un livre où on a recueilli les déclarations d'Einstein, qui s'appelle « Einstein on Peace ». On est parfois sidéré de la manière dont il tique, je dirais, toute chose. Ça me rappelle, puisque Michel Paty en parlait, les protestations qu'il faisait contre les Français dans la façon dont les choses se passaient après la guerre de 14. Même chose, c'est aux vainqueurs, c'est à ceux qui sont dans la position de force de faire ce qu'il faut pour créer la confiance. We are still making bombs, and the bombs are making hate. We are keeping secret, and secret breed distrust and suspicion. Quelques mots sur ce mois de juillet 1946. Il avait mal commencé avec Bikini, l'essai d'une bombe atomique à Bikini sur la puissance des armes. Gouvernement, diplomates et quelques scientifiques ont clairement sur risque commenté. Les scientifiques n'avaient pas été fanatiques. Et c'est le moment où s'ouvre la commission de l'ONU pour discuter justement de la suite des choses sur l'énergie atomique, la commission de l'énergie atomique. Mon père va y participer en juillet, il va revenir en septembre avec ma mère d'ailleurs. Et la situation, tout le monde se trouve devant le plan américain pour commencer les négociations. Il sait que Lilienthal et quelques scientifiques américains avaient été à la source d'un premier rapport à peu près gouverné par les scientifiques, mais que quand Baruch avait pris les choses en main et la direction de la négociation, il avait introduit ce qu'il fallait, disons, pour que la négociation, forcément, à un moment ou à un autre, échoue. Les soviétiques, à un moment, font aussi leurs propositions, qui sont naturellement contradictoires. Les Français disent « nous faisons les applications civiles ». Qu'est-ce que pense mon père là-dedans ? Eh bien, au fond, je l'ai entendu dire cela. Au fond, il est assez optimiste au début. Il y a des idées à creuser dans les propositions des uns et des autres. Au fond, ce n'était pas faux. C'était très disproportionné, mais enfin, ce n'était pas faux. Et aussi, peut-être, une illusion, mais un souhait. Si on nous laissait travailler entre scientifiques, nous trouverions des solutions. Alors, ça n'a pas été le cas, et 2 ans plus tard, 2 ans d'échec, eh bien, l'ONU a mis fin au fonctionnement de la Commission pour l'énergie atomique, en mai 1948. Un mot encore sur ce qui se passe aux États-Unis sous la pression des militaires et des industriels. Les fameuses mesures de confiance, c'est tout juste le contraire. Le stock de bombes atomiques n'arrête pas de croître.
Et par ailleurs, à ceux qui prennent le mal de lire les annexes économiques du plan Marshall, on s'aperçoit que les compensations aux prêts faits par les États-Unis, dont Einstein lui-même dit c'est l'ONU qui aurait dû être en mesure de faire ces prêts. Hein, vous voyez, ça va jusque-là, critiquer le plan Marshall. Eh bien, les conditions économiques sont la mainmise totale des États-Unis sur tout matériel d'apparence stratégique au niveau international. Et l'uranium, naturellement. Bon, je ne vais pas suivre les événements très loin, mais il y a un basculement qui se produit entre 1946 et 1948 parce qu'il y a des événements aussi en Europe. Alors, bon, le changement de gouvernement en Tchécoslovaquie, hein, comment et quelles conséquences? Et puis bientôt, le blocus de Berlin. Pourquoi le blocus? Je n'en parle pas. Mais le résultat, c'est que de la question atomique, et notamment pour beaucoup de scientifiques, son importance diminue par rapport à d'autres questions où, comme les autres citoyens, se posent la question, bon, système capitaliste, système soviétique, où ça se passe, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et les opinions, naturellement, ne sont pas les mêmes. Et on ne s'étonne pas qu'à partir de cette période, la guerre froide fait un pas puis un autre et n'arrête pas de suivre. Conséquence chez les scientifiques, et mon père, je voyais les commentaires arriver, eh bien pour les scientifiques qui sont aussi des citoyens, ça devient très difficile ne serait-ce que de se parler. D'abord, il y a l'Atlantique, enfin, c'est pas comme aujourd'hui, hein, où les mails et on prend l'avion. Les contacts entre scientifiques sont quand même pas si faciles que ça. Et eh bien, il devient difficile de parler spécifiquement sur le problème, comment on infléchit la course à ce qui devient la course à l'arme atomique. Les conséquences politiques, par exemple, sur la FMTS, sont déjà notables. Il y a telle ou telle association qui se désengage. C'est compensé, par contre, par le fait que des pays non alignés, au début 49-50, vont adhérer, prendre des initiatives, notamment en Inde, où Nehru est membre de la FMTS, ce qui est tout un symbole d'ailleurs. Et finalement, les soviétiques qui ne s'étaient pas intéressés du tout à la question donnent manifestement l'autorisation à leurs physiciens d'adhérer à la FMTS. Et pendant ce temps-là, pratiquement simultanément, on voit le comité d'urgence sur l'énergie atomique présidé par Einstein qui stoppe ses activités à l'été 1948. Non pas parce qu'il n'y a rien à faire, loin de là, mais pour cette raison de mélange des débats très généraux portant sur tout et le reste et des débats sur l'énergie atomique, l'opinion publique américaine a dérivé vers une peur hystérique du communisme qui a laissé le champ libre à un déploiement d'abord des activités de la commission des activités anti-américaines et qui va se couronner encore au fil des 2-3 années qui suivent dans l'expansion du macartisme. C'est une situation, ça n'évolue pas de la même façon d'un côté et de l'autre. Et peut-être, je le dis rapidement, notre mère eut l'occasion de se trouver confrontée au macartisme. Elle avait reçu une demande de la part d'un comité, le Joint Anti-Fascist Committee, tenu par un médecin qui avait été médecin pendant la guerre d'Espagne. Le docteur Gabarski lui demande de venir faire une tournée de conférences en soutien des réfugiés espagnols, des réfugiés républicains espagnols aux États-Unis. Elle accepte, on lui donne son visa, elle obtient son visa, et quand elle débarque de l'avion,
on lui refuse d'entrer aux États-Unis. Elle passe la nuit et la journée suivante à Ellis Island. Combien de fois on a entendu parler en famille de cela? Très calme. Ça fait quand même un beau scandale. Et finalement, elle a l'autorisation d'entrer. Et finalement, elle va faire tout son cycle de conférences en disant « je commence à m'y habituer, c'est très bien, etc. » Et ça lui permet, entre autres, d'aller faire une visite à Princeton et de rencontrer Einstein, qui la connaissait bien, puisqu'il la connaissait depuis qu'elle était jeune et qui, en 1913, où il voyait avec Marie Curie. Donc, voilà, ça ne va pas très bien. Il faut que j'accélère là un petit peu. Hein. Oui, ça va. Je reviens un peu en arrière avec le CEA. C'est clair qu'il y a eu une période, 46-48, où Frédéric Joliot consacre toute son énergie au développement du nouvel organisme. Et ça le passionne, hein, c'est clair. Le haut-commissaire, à l'époque, a l'entière responsabilité du programme scientifique du CEA. On comprend que ça l'intéresse, évidemment. Bon. On nous racontait, on voyait apparaître comme ça au fil d'un dîner où mon père parlait. Bon, ce n'était pas tout simple de s'installer au fort de Châtillon. Des difficultés, il y en avait des montagnes. Il y avait tout de même le fait que pour projeter un réacteur, il y avait l'uranium qu'il fallait, il y avait l'eau lourde qu'il fallait. Mais il manquait quand même beaucoup de matériel très varié. Et l'industrie française était loin d'être encore réellement en marche. Alors, alors on a fait appel, je dis on, quelques collaborateurs, très discrètement, mais avec l'aval de mon père, ont fait largement appel aux surplus américains, qui se sont trouvés contribuer puissamment à la préparation de Zoé, sans le savoir, bien sûr. 48 se termine en décembre avec la divergence de Zoé le 15, et quelques félicitations officielles. Hein. Le président de la République et l'Académie et les journaux qui saluent quand même la réussite d'un réacteur. Mais on est dans une situation complètement paradoxale, je dirais presque paranoïaque. Un succès français quand même important, et depuis un an, parce que M. Joliot est communiste, et que depuis l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi de France, comment on peut conserver cette situation ? Au même moment, voilà, les crédits sont quasiment coupés. Alors, est-ce que Joliot va livrer les secrets à l'Est ? Là aussi, on voit, c'est évidemment affreusement choquant. Mais en même temps, on peut dire, quel aveuglement, parce que tout bêtement, l'année suivante, les Soviétiques, ils font exploser leur première bombe, comme les scientifiques américains l'avaient bien prévu. Ils mettront en gros 3 ans. Bon, eh bien, c'est le cas. C'est le cas. L'automne 48, je vais passer là-dessus, c'est un automne très difficile dans notre famille. Là, ma mère a été malade d'une mastoïtide hyper gravissime, et il faut le dire, c'est un envoi de streptomycine depuis les États-Unis qui l'a sauvée, indéniablement. Bon, il y a la grève des mineurs, des enfants à la maison. J'épouse Michel Langevin, je ne dirais pas donc la famille Langevin, mais tout de même un petit peu. Voilà. Et dans ce moment-là, l'impression que j'ai eue, donc surtout après Zoé, c'est qu'au fond, mon père s'intéresse, ça y est, la divergence a eu lieu, au fond, il s'intéresse beaucoup moins qu'avant au gouvernement, à la direction de l'énergie atomique. Il
commence à penser à ces problèmes, je dirais, nationaux, internationaux, mais à son laboratoire, où il a envie d'essayer soit lui, soit en s'occupant des choses. Bon, il est plus le haut commissaire, je dirais, dans le cœur. Et donc il réfléchit, et je pense que ça le conduit, ça explique, que ça le conduit à faire un bilan qui est somme toute un peu limité de sa propre action comme scientifique, mais aussi de celle de tous les scientifiques, notamment aux États-Unis, qui se sont mobilisés pendant les années 45-46 et jusque vers 47 pour que l'on débouche sur des négociations sérieuses pour trouver une solution à l'interdiction et contrôle de l'énergie atomique. Et ça se heurte d'une certaine façon à un mur. Et de là à se dire, et c'est ce qui s'est dit, les scientifiques seuls, les scientifiques ont une responsabilité particulière d'une action avec d'autres scientifiques, mais les scientifiques sont aussi responsables d'être des citoyens comme les autres et de s'occuper, je dirais, de mobiliser les citoyens dans le sens des positions, des questions qu'ils développaient avant, je dirais, presque entre eux. Il y a une phrase que mon père disait souvent, les scientifiques sont conscients de leurs responsabilités et quelque part venaient comme membres de la grande communauté des travailleurs. On voit Et de fait, jusqu'à fin 1948, il avait très peu participé à des initiatives, celles des combattants de la paix, par exemple, des combattants de la liberté, de la paix, d'Yves Farge, etc. Il a fait très peu de choses dans ce domaine. Et là, début 1949, il va accepter de préparer et de présider le Rassemblement international pour la paix organisé à la salle Pleyel. Pleyel, comme mouvement Amsterdam-Pleyel dans l'entre-deux-guerres, vous voyez le rapprochement. Le rassemblement de Pleyel fut un succès considérable. Et il se termina par un discours de mon père au stade Buffalo, où nous avions tous les participants quitter le congrès pour aller défiler, pour aller jusque-là. Il y a quelques photos. D'habitude, les photos officielles de Frédéric Joliot le montrent les visages fermés. La plupart de ces photos, je les déteste. Celle-là, il est en train de parler. Et il sourit en parlant à la foule. Et je crois que c'est un symbole de l'accrochage, disons, qui se passe de ce côté-là. Je ne vous parlerai pas, d'abord que ce serait beaucoup trop long, et deuxièmement, je ne me souviens pas de ceci, cela en détail, des années qui suivent et qui vont être principalement, certes, la FMTS, mais surtout la présidence du Conseil mondial de la paix qui résulte de cette fameuse réunion de Pleyel. Je n'en dirai un mot que d'une, qui a quand même eu un rôle très important, en mars 1950. Un congrès international organisé à Stockholm, donc par ce mouvement mondial de la paix, s'achève avec la décision de lancer une grande campagne pour l'interdiction et le contrôle, dans le même terme, de l'énergie atomique. L'appel de Stockholm, car il a quand même été connu, a un impact, je dirais presque inattendu, mais qui correspond au fait que les deux camps ont maintenant l'arme atomique. Et l'opinion est inquiète. Il est signé, cet appel, massivement. On peut discuter combien, mais c'est quand même des millions de personnes dans le monde entier. Et au même moment, mars arrive avril, le cas, ce que j'appellerais le cas Joliot, qui traîne depuis un moment, un communiste à la tête d'un organisme important, est réglé fin avril. Mon père est révoqué
du poste de haut-commissaire au CEA. Il s'y attendait, il faut bien le dire, et il faisait même, je dirais, peut-être parfois quelque chose pour que ça arrive, mais ce fut un choc très rude. Alors, il y eut au collège un accueil, des fleurs très, très chaleureux, des collègues, des amis, des scientifiques. Il y avait la famille, et il se trouve que j'habitais encore à Sceaux, et que la naissance opportune de ma fille Françoise en mai fait partie des éléments qui l'ont aidé à reprendre pied. Je me souviens avoir discuté avec lui pendant des heures et des heures, pendant plus d'un mois, où je restais là. Voilà. Et dans les années suivantes, repris son bâton, si j'ose dire, je ne dirais pas de pèlerin, parce que ça ne lui ressemblait pas, des interventions qui deviennent plus politiques sur les armes atomiques, mais aussi sur toute une série de conflits. On ne sait pas on fait plus. Bon, c'est les fauteurs de guerre, ou c'est le capitalisme porte la guerre comme l'orage, etc., etc. Donc voilà, ce sont des années très difficiles. Quand même, la responsabilité des scientifiques, c'est toujours en filigrane. Et je dirais parfois avec un peu de nostalgie, parce qu'il y a une phrase qu'on trouve dans plusieurs de ces interventions. Le temps n'est plus où le scientifique pouvait dire « voilà ce que j'ai trouvé », il doit se préoccuper de l'utilisation de ses découvertes. Et oui, un peu de... Enfin oui, c'était mieux quand on n'avait pas à s'occuper d'autre chose, disons. Encore un mot. La bombe thermonucléaire américaine, premier essai en 1952, la soviétique en 1953, et l'escalade des essais nucléaires de plus en plus puissants qui s'ensuit très rapidement. Ça ne se voit pas tellement en Union soviétique parce que les informations ne viennent pas, mais ça se voit évidemment dans les îles du Pacifique. Et l'essai raté, faute d'avoir apprécié le vent, dans l'essai de Bikini américain, a comme résultat d'atteindre un bateau de pêche japonais qui était en principe dans une zone sûre. Il y aura un bord ou plus, n'en discutons pas. Mais ça fait apparaître de toute évidence que les craintes, les dangers dont les scientifiques se mettent à reparler, d'abord de manière isolée, puis en essayant de se concerter plus, ça remonte, l'action collective des scientifiques, eh bien, ce n'est pas seulement des risques et des drames pour plus tard, c'est des dangers pour maintenant. Ça jouera certainement sur le fait que finalement, après beaucoup de tentatives manquées, une tentative arrivera à mettre le pont entre, je dirais, des scientifiques d'abord, si j'ose dire ainsi, et des scientifiques de l'autre, public. Parce que le banc existe, mais pas publiquement. Mon père écrit à Bertrand Russell. Il écrit à Bertrand Russell en lui proposant de joindre les efforts de la FMTS et de Russell lui-même et de son association pour un colloque scientifique, pour parler, bien sûr, des essais, de la bombe, etc. Et ça servit de déclencheur à la rédaction par Russell de ce qui deviendra l'appel Einstein-Russell. Car en fait, Russell ne rédige pas un simple projet d'appel pour un colloque, mais un véritable petit manifeste, une page et demie à peu près, a proposé à la signature d'un très petit nombre de personnalités choisies pour avoir des opinions politiques opposées. Il se choisit lui-même parce que lui et son association sont publiquement et fortement anticommunistes, et suite à la lettre de mon père, dont il n'ignore pas les opinions, le communiste Joliot sera à l'origine de l'appel avec lui.
dans les contacts, il arrive dans son manifeste à introduire des choses auxquelles les uns ou les autres tiennent. Par exemple, un petit peu de gouvernement mondial, des mesures contre les essais, des ceci, des cela, mais l'objectif de la conférence proposée aux scientifiques, c'est pas d'approuver son manifeste, c'est d'en approuver la résolution qui tient en 4 lignes et qui est faite de telle sorte qu'aucun des deux camps, alors en présence, ne puisse considérer que c'est pour servir l'un ou servir l'autre. Je vous le lis. Les armes nucléaires mettent en péril la survie de l'humanité. Les gouvernements doivent comprendre qu'ils ne sauraient atteindre leurs objectifs par la guerre. Nous les invitons à s'employer à régler par des moyens pacifiques tous leurs différends. Voilà. On n'en demande pas plus, et c'est quand même à ce moment-là l'essentiel. Donc le manifeste Einstein, c'est le dernier texte qu'il approuvera, il en a discuté, il l'a signé quelques jours avant son décès. Le manifeste est publié avec la signature d'Einstein, de Russell, de mon père, enfin de toute une série, Yukawa et un certain nombre d'autres, donc un panel au total 11 personnalités. La conférence projetée, oui j'arrête tout de suite, hein, j'en ai pas, ça finit. La conférence projetée n'aura lieu que 2 ans plus tard, mais elle sera importante parce qu'elle initie, c'est une conférence, la première conférence PUC-VACH, dont on parlera quand même beaucoup dans les réflexions des scientifiques. Et j'en viens, disons, à ma conclusion. Après le décès de ma mère, comme Pierre l'a rappelé, mon père se consacre presque entièrement à la construction d'Orsay. Sa santé est très mauvaise à ce moment-là. Et dans les périodes de repos, je ne parlerai pas de l'expérience sur l'expertise Bénard, mais il trouve quand même le temps, ce qu'il n'avait jamais, d'écrire un peu, en prenant un petit peu plus de temps, sur des questions sur l'énergie pour l'école de physique et chimie, et sur la science pour la nef. Alors, je ne développerai pas parce que, clairement, la conception générale de la science qu'il essaye de remettre, elle doit beaucoup à l'influence de Paul Langevin. Elle doit aussi beaucoup aux conférences de Jean Perrin, auxquelles mon père faisait souvent allusion. Et je dirais, elle doit beaucoup à un livre d'un homme de sa génération, d'un physicien de sa génération, bien connu, John Desmond Bernal, physicien à Cambridge, et le titre s'appelle, publié juste peu de temps avant la guerre, « La fonction sociale de la science », qui a influencé considérablement le milieu scientifique à l'époque. Parler de leur amitié dans l'action à la FMTS ou au Conseil mondial, mais aussi en vacances. Pierre pourra en dire beaucoup sur ce point, mais ça m'emmènerait beaucoup trop loin. Et bon, la science, disait mon père, après d'autres, est un puissant facteur d'unité entre les hommes. L'histoire montre tout ce que la civilisation lui doit, à commencer par le sens de l'effort collectif, de génération en génération. Et commentant l'évolution des choses et tous les dangers et toutes les mauvaises décisions qui se prenaient, alors il venait à une chose auquel il tenait, l'humanité est jeune. Il aimait dire cela, en ajoutant, depuis la préhistoire, nous n'avons que 200 grands-pères. Donc il y a encore du chemin à parcourir pour faire mieux. Et il termine cet article par une formule je voudrais affirmer ma confiance dans la science et dans l'homme. Voilà.